Je ne sais pas si vous avez lu un écrivain qui avait à l'époque 16 ans ou 18 ans, qui s'appelle Étienne de la Boétie, qui dit La servitude volontaire. En tout cas, ce livre-là, je recommande aux Congolais de le lire. La servitude volontaire. Il énumère ce qui se passe au Congo. Tout ce qui a écrit en 1535, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. La peur, la restriction, la faim. Et donc, le jeune, le Congolais, la population, eh ben, n'a plus d'autre moyen que de subir. Voilà pourquoi aujourd'hui, peuple congolais, ne subissez plus. Il est temps de se réveiller parce que personne ne viendra vous donner la main. C'est vous et vous seul qui devrez vous libérer. Ici à Paris, en France, il y a eu la Bastille. Ils ont coupé la tête de Louis XVI. Tout à l'heure, Nestor Doudi nous a révélé quelque chose. Une agence publicitaire, JC Déco, c'est ce que j'ai semblé comprendre, qui fait la publicité, il faut le dire comme ça, la propagande de Denis Sassou Nguesso en France, le présentant comme un homme de paix. Bon, évidemment, bon, quelque part, on peut se dire, comme je l'ai dit au début, peut-être que c'est un manque d'information au niveau de l'opinion française, bien entendu, mais tout le monde sait qui est Denis Sassou Nguesso. Encore là, c'est sûr et certain que beaucoup d'argent est sorti pour qu'on fasse la publicité sur Denis Sassou Nguesso en France. Mais pourquoi une publicité de Denis Sassou Nguesso en France? C'est là le vrai problème, la question qu'on doit se poser. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que Denis Sassou Nguesso a réussi à corrompre la communauté internationale. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Il a volé tout l'argent des Congolais. Quand nous parlons des 14 000 milliards, c'est quand même 26 milliards de dollars. On a un tour de bras qui a disparu comme ça. Des milliers de milliards qui sont volés au Congo. Mais ça lui sert à corrompre ce monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Bourgi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui révèle que Denis Sassou Nguesso a réussi à corrompre toute la classe politique française. Bien curieusement, même à l'ONU, Denis Sassou Nguesso est arrivé à corrompre un secrétaire général de l'ONU. Je ne cite pas son nom ici, mais même les fonctionnaires du FMI. Ce que je dis, les gens peuvent aller chercher, vous trouverez les informations, tout est documenté. Donc, cet argent lui sert à corrompre des agences comme JC Déco pour faire sa publicité homme de paix. Homme de paix, parlons-en, puisque Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit tout à l'heure, responsable de 3000, c'est beaucoup, 3000 assassinats politiques énumérés, il fait un coup d'État militaire. Là, on nous parle de plus de 400 000 Congolais qui ont été tués. C'est Éric Denessé qui en parle. Ça ne s'arrête pas là, je vous ai dit, après le coup d'État, généralement, qu'est-ce que les militaires font? Ils prennent le pouvoir, après ils commencent à gouverner. Or, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a fini son coup d'État, il s'est lancé dans le nettoyage ethnique. Des opérations militaires punitives dans le Poul, mais aussi dans le Niari, la Bwenza, la Lekumu, ce que les gens ne savent peut-être pas, et on n'en parle pas assez, parce que dans le Niari, par exemple, il y a eu un génocide. On a bombardé des villages. Des populations civiles ont été bombardées. Et nous avons même une information où 13 jeunes avaient été pris comme ça, enlevés et enterrés dans des fosses communes. Ça se passe à Mosenjo. Et parmi ces 13 jeunes qui avaient été pris, il y a un frère de celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères actuellement au Congo-Brazzaville. Je parle d'un certain Christian, ça vous dit? Oui. Christian Bunda. S'il nous suit, il sait de quoi je parle. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Nestor Doudi et de Jean-Richard Aimé, Samba Diankumbi pour évoquer la projection, la troisième, bien entendu, projection en salle du film documentaire sur les crimes de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Le prochain rendez-vous est pris pour samedi prochain, le 11 juillet 2026 à la MACVAC, où tout le monde sera le bienvenu. Bonjour, chers invités.
Bonjour, Bonjour, Monsieur Christian Perrin. bonjour, cher monsieur journaliste Christian Peul. Merci d'avoir accepté donc notre invitation pour évidemment nous parler de votre initiative, hein, la projection en salle du film documentaire sur les crimes en République du Congo, Brazzaville, les crimes de masse, crimes de guerre, crimes, les génocides, comme on le sait d'ailleurs. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, cette initiative que vous avez prise de projeter en salle le documentaire, le film documentaire sur les crimes de Denis Sassou Nguesso en République du Congo? Si je peux commencer, Je je vous peux en dire prie. que ce documentaire est arrivé au point où on avait le jeune Boukambo qui avait fait un petit documentaire, un film qu'on avait visité à Paris. Samba pourra en parler. Et ensuite, nous nous sommes dit, mais il manque quelque chose. Le Congo est-il vraiment en paix? Et donc, on a des gens qui sont dans le CRC qui ont réfléchi, et puis on a pris de gauche à droite des images de la conférence nationale, et puis maintenant, avec les images des colonels de bébés noirs, nous nous sommes dit, le Congo n'est pas en paix, il faut qu'on en parle. Quand je vais dans certaines réunions où il y a les politiques, que ce soit au PS ou même à la France Insoumise, ils disent que le Congo, c'est un pays en paix. Alors ça m'a fait tilt, mais comment se fait-il que le Congo est en paix alors qu'au Congo, il manque de tout? De tout. Mais quand je dis de tout, c'est que c'est de tout. Alors, d'où ce documentaire. Après la question, comment peut-on l'intituler? Mais on a tous vu que oui, mais ce sont les crimes. Donc, on dit les crimes de sang. Mais qui c'est qui perpétue les crimes? Ah, mais c'est le président actuel, donc avec son équipe. Si son équipe fait ces crimes, c'est que lui, il est au courant. Voilà pourquoi on a fait ce documentaire. Merci, Nestor Doudi. Évidemment, vous disiez que les Congolais manquent de tout ou presque. Évidemment, pas d'eau, pas d'électricité. On ne cessera de le rappeler. Pas de route viable. Pas d'école, pas d'hôpitaux, j'allais dire, conséquents pour vraiment donner des soins appropriés aux Congolais. Et vous, vous avez choisi le volet crime, crime de sang, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, les crimes, comme je le disais, hein, il y a eu des crimes de masse au Congo, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des génocides. Et curieusement, au niveau de la France, qui est un partenaire, j'allais dire, historique, les Français ne sont quasiment pas informés de tout cela. Et vous disiez tout à l'heure, curieusement, on peut vous parler d'un Denis Sassou Nguesso, l'homme de la paix au niveau de la France, alors que la France serait évidemment ce pays où, voilà, son opinion, l'opinion française, j'allais dire, publique, serait la mieux informée. Jean-Richard Amédée Sambadou-Kombi, alors tout à l'heure on parlait de ces crimes. Est-ce que on peut revenir sur les épisodes que vous avez privilégiés, sur lesquels vous vous êtes concentré pour réaliser évidemment ce documentaire? Je vais me permettre, tout en vous remerciant de votre disponibilité, revenir sur deux ou trois faits. Oui, L'information, elle est une arme et la sous-information va souvent au détriment du peuple congolais. Le Congo, au jour d'aujourd'hui, tel qu'on l'appelle République du Congo, va célébrer au-delà du sixième étage de 6 décades d'existence. Or, durant ces plus de 6 décades d'existence, nous avons un homme qui est venu d'un petit village. Il a voulu en faire une affaire, un bien personnel. Au départ, les gens, on le traitait pour un féministe. Or, c'était un Machiavel du crime. Et
il vit, il a traversé le temps avec ses crimes, dont les crimes sociaux, les crimes économiques, pas plus, les crimes de sang. Où il a été directement impliqué, où le système PCT, qui est à l'origine de ça, il a hérité de ça et il a amplifié. Comme l'a dit mon cher compatriote et collègue Nestor, nous avons découvert que le peuple congolais lui-même était sous-informé. Et le peuple congolais avait la peur. Et à tel point que, de slogan en slogan, ces crimes-là sont passés incognito, au niveau déjà du peuple congolais. Donc, au lieu d'aller d'une manière élargie, on a fait une ponction sur les crimes de sang. On a commencé par les événements, on aurait bien voulu commencer par les événements de 58 jusqu'à maintenant, mais il y a une réglementation cinématographique qui fait de telle sorte que on ne peut pas dépasser un certain temps. Il nous fallait cadrer maximum, le grand max, 1h30. Parce que la réglementation recommande 1h, 1h20. Mais comment pouvez-vous mettre 60 ans d'existence avec les crimes que le Congo a connus dans ce laps de temps? On a dit d'un coup de non, on va essayer. Et moi, Samba Diankoumbi, je me suis impliqué à double volet. Le volet presse et communication, parce que ce documentaire-là, il ne fallait pas le garder dans les tiroirs. Il fallait le mettre devant l'espace public pour que les Congolais d'abord se réapproprient leur histoire, que ce ne soit pas d'autres personnes qui vont venir nous décrire, nous décrypter. Il faut donc que nous d'abord qu'on se réapproprie cette histoire. Et Oui, qu'on mais soit pardon, voilà, Jean-Richard Amédée, Samba Lankumbi. Évidemment, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir quels sont les épisodes qui ont été finalement repris dans ce documentaire, c'est-à-dire ce que vous avez privilégié, puisque vous dites vous aurez bien fait de commencer depuis les crises, disons, de 1958, vous avez dit, c'est ça? exact. Et que, bon, le temps, le timing du documentaire ne vous le permet pas du tout. Certainement que vous y reviendrez. Et ça, c'est le premier documentaire. Il y en aura Voilà. certainement en série. Et donc, je veux comprendre avec vous, avec précision, bien entendu, puisque je me rappelle ici, et tout le monde le sait, à la conférence nationale, il y a eu un acte 284 qui rend Denis Sassou Nguesso responsable de plus de 3000 crimes, 3000 assassinats politiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale souveraine en plus. Donc cet acte est exécutoire, exécutoire. Et souvent, je me pose la question de savoir si ce n'est pas, voilà, pour contourner cet acte que Denis Sassou Nguesso a refait un coup d'État militaire pour s'emparer du pouvoir de manière illégale. Mais quand il a réussi son coup d'État militaire, la surprise pour les Congolais, c'était de voir que quelqu'un qui venait de faire un coup d'État en plus, chasser un président démocratiquement élu, ne s'est pas arrêté là. Plutôt, il a commencé à instruire des opérations militaires punitives, cette fois-là contre les populations. Alors pourquoi avoir donc
lancer des opérations punitives d'éradication des populations. Et donc, moi, je reviens. Si dans le timing que vous avez retenu, c'est 1h30 que vous avez dit, c'est ça? C'est un peu long. Voilà. Oui, oui. Et dans ce timing-là, qu'est-ce que vous avez retenu comme crime? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Nous savons Bon, qu'il y a mais eu un je vais essayer d'être assez bref, hein. Oui. Il y a des événements de 1965. Mhm. Donc, il y a les événements de 65, il y a les événements de 70, qui est une opération militaire menée par le capitaine, je crois, le capitaine Kigonga, avec certains de ses compatriotes. Il y a les événements de 72. Et il y a ceux de 77 avec les conséquences. Et nous chutons sur sa reprise du pouvoir en 97. Déjà dans ce que vous dites, vous savez, quand vous connaissez l'histoire, ou quand vous apprenez à connaître l'histoire, vous vous rendez compte. Mais ce monsieur-là, quel est son but réel? Que veut-il exactement? Est-ce que c'est gouverner pour l'intérêt général ou gouverner pour soi? On ne construira pas autant, mais c'est la question que déjà les militaires, quand ils arrivent, eux, en 63, en 60, quand le Congo obtient l'indépendance, il obtient l'indépendance, l'armée en tant qu'institution se rallie à la foi républicaine de la gouvernance. Mais 3 ans après, à la chute du président Yuru, l'armée revient. Mais qui était le chef d'état-major? Et combien de militaires avons-nous à l'époque? En ce moment-là, il y avait deux possibilités. Ou les militaires prenaient l'affaire pour gouverner, ou les militaires remettaient le pouvoir chez les civils et accompagnaient la conception républicaine des institutions. Le débat a eu lieu au sein des forces armées congolaises. Les militaires bien formés, ils ont dit, on ne va pas prendre cette affaire-là, parce que si on prend, les risques de dérapage sont nombreux. Et il y a maintenant l'aile gauche, soi-disant gauche, avec l'appui des puissances extérieures. Parce que il faut apprendre que si la France n'était pas là, les choses auraient pu se passer autrement. Mais comme la France, pour ses intérêts, est arrivée à s'initier dans la politique nationale et a fait le choix des hommes. Malheureusement pour le peuple congolais, le choix est tombé sur des cancres, des gens intellectuellement limités, et ils se sont accaparés du pouvoir pour soi. Vous vous rappellerez de la fameuse maxime que le pouvoir est au bout du fusil. Oui, mais donc on va donc Et aller après, le plus succinctement sur des événements que vous avez. ouais, Parce donc que il y a si on va en détail de chaque maintenant, événement, c'est sûr et certain que nous par allons rapport à la passer. conférence nationale, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais il y a eu un déballage. Et ce déballage, nous avons senti l'homme affaibli.
Et vous rappellerez la fameuse phrase initiée par Jean-Pierre Tchister, qui dira plus jamais ça. Mais malheureusement, tout ce qui avait été dit, acté, l'homme n'est pas parti pour aller se reposer, l'homme est parti pour aller encore se guérir de plus. Donc, ce que vous appelez là, le caractère punitif de la gouvernance après son retour en 97. Mais quand on parle de punition, ça veut dire quoi? C'est la chicotte. Et le peuple se retrouve médisé. Il prend même ses patrons de travers. Oui, évidemment, lorsque vous parlez de ces patrons, nous avons une séquence comme ça où c'est Jean-François Probst qui en parle, qui, à la fin de son intervention, il était interviewé, je crois, sur un plateau ivoirien, télé, bien entendu, où à la fin, il dit, nous l'avons aidé à reprendre le pouvoir, mais après, il nous a déçus. Au lieu de faire voilà. ce qu'on lui avait demandé de faire, ben, il s'est Ce qu'il empêtré dans des d'abord, ce crimes. qu'il avait promis. Tout à fait, Ce oui. qu'il avait promis devant ses patrons. Encore Jean-François Prost, perd son âme. Oui. Mais tout dernièrement, il y a un autre qui est en train d'écumer les plateaux et il le dit haut et fort. Qu'il est allé le voir. Il lui a dit quoi? Oh chef, laisse tomber. Laisse tomber, ça c'est Robert Bourgi. Robert Alors, Bourgi. Nestor Doudi, je reviens vers vous. Tout à l'heure, j'étais en train de poser la question de savoir, de manière précise, quels sont les événements que vous avez transcrits dans votre Christian, documentaire. demande à Nestor de continuer après 80, après la conférence nationale. Parce qu'il y a D'accord, je d'abord crois qu'il a Bongo un avis et la là-dessus. fin. Nestor Doudi. Alors, merci pour la parole. Effectivement, le Congo-Brazzaville, c'est 60 ans de violence politique. 106, 68, 77, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons au Congo un pays où il n'y a que la terreur. Vous comprendrez même aujourd'hui, hier même, ils ont tué des jeunes qu'ils appellent le Kuluna. Sans sommation, sans rien du tout, sans savoir est-ce que ces jeunes sont-ils de Kuluna ou pas. Tout ce que nous avons mis. Alors, pour revenir un peu en arrière, j'ai des collègues dans le parti qui me disent, mais Nestor, chez vous, c'est la paix. On voit des pancartes de JCDecaux partout, ça sous l'homme de paix. Et je dis, mais comment se fait-il qu'il doit être l'homme de paix alors que dans ce pays-là, les gens meurent de tout et de rien. Même là, je l'ai dit, même là, hier, ils ont tué des Koulouna qui ne sont pas des Koulouna, ce sont des jeunes désœuvrés, des étudiants qui n'ont pas d'avenir. Un jeune qui n'est pas encadré, qui n'a pas d'avenir, il devient un délinquant. Donc, le Congo, le gouvernant aujourd'hui, ont fabriqué des délinquants. C'est ces délinquants-là qu'on appelle les Koulouna. Mais ce sont des jeunes qu'on peut récupérer pour leur donner des formations. Donc, nous avions vu toutes ces scènes, tout cela, on s'est dit, on fait un documentaire pour documenter ce que nous voyons, ce que les jeunes nous envoient. Parce que tous les jours au Congo, il y a ce qu'on appelle la DGSP, et c'est ces gens-là qui tuent. Ils viennent dans le quartier, ils voient un jeune tatoué, même ils trouvent un jeune dehors, ils l'attrapent, ils l'amènent, ils le tuent. Tout ce qui se passe au Congo, c'est orchestré par les gouvernants pour faire peur. Je ne sais pas si vous avez lu un écrivain qui avait à l'époque 16 ans ou 18 ans, qui s'appelle Étienne de la Boétie, qui dit La servitude volontaire. En tout cas, ce livre-là, je recommande aux Congolais de le lire. La servitude volontaire. Il énumère ce qui se passe au Congo. Tout ce qui a écrit en 1535, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. La peur, la restriction, la faim. Et donc, le jeune, le Congolais, la population, eh ben, n'a plus d'autre moyen que de subir. Voilà pourquoi aujourd'hui, peuple congolais, ne subissez plus. Il est temps de se réveiller parce que personne ne viendra
vous donner la main. C'est vous et vous seul qui devrez vous libérer. Ici à Paris, en France, il y a eu la Bastille. Ils ont coupé la tête de Louis XVI. Tout à l'heure, Nestor Doudi nous a révélé quelque chose. Une agence publicitaire, JC Déco, c'est ce que j'ai semblé comprendre, qui fait la publicité, il faut le dire comme ça, la propagande de Denis Sassou Nguesso en France, le présentant comme un homme de paix. Bon, évidemment, bon, quelque part, on peut se dire, comme je l'ai dit au début, peut-être que c'est un manque d'information au niveau de l'opinion française, bien entendu, mais tout le monde sait qui est Denis Sassou Nguesso. Encore là, c'est sûr et certain que beaucoup d'argent est sorti pour qu'on fasse la publicité sur Denis Sassou Nguesso en France. Mais pourquoi une publicité de Denis Sassou Nguesso en France? C'est là le vrai problème, la question qu'on doit se poser. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que Denis Sassou Nguesso a réussi à corrompre la communauté internationale. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Il a volé tout l'argent des Congolais. Quand nous parlons des 14 000 milliards, c'est quand même 26 milliards de dollars. On a un tour de bras qui a disparu comme ça. Des milliers de milliards qui sont volés au Congo. Mais ça lui sert à corrompre. Denis Sassou Nguesso a réussi à corrompre toute la classe politique française. Denis Sassou Nguesso a corrompu trop de monde dans la classe politique française pour être vraiment inquiété. Par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, bien qu'elle soit de gauche, fait régulièrement la promotion de l'empereur de la France-Afrique. Sa possible successeur à la mairie de Paris, Rachida Dati, a multiplié les voyages à Brazzaville, notamment lorsqu'il fallait renflouer les caisses de l'UMP. Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse, vous savez, le banquier qui est un peu le messie, le mécène des médias de gauche, ont conseillé le régime congolais. L'ancienne ministre de François Hollande, Yamina Benguigui, se fait financer ses films par Denis Sassou Nguesso. Bref, ça se bouscule au portillon pour chanter les louanges et récupérer les mallettes d'argent sales de ce criminel qu'est Denis Sassou Nguesso. Des médias enregistrés en France comme Télésud font même ouvertement la campagne présidentielle du dictateur au printemps dernier. Le Tout Paris et même des chroniqueurs de chez Hanouna se sont pressés à la présentation du livre, soi-disant écrit par Denis Sassou Nguesso, qui raconte le Congo au fil de l'eau. Je vous promets, c'est pas une blague. Parce que Denis Sassou Nguesso, il connaît très bien les fleuves du Congo. C'est même un expert. Pendant la guerre des années 90, il jetait dans le fleuve Congo des conteneurs soudés et remplis de civils encore vivants. Mais ça, à Paris, on fait semblant de l'oublier. Bien curieusement, même à l'ONU, Denis Sassou Nguesso est arrivé à corrompre un secrétaire général de l'ONU. Je ne cite pas son nom ici, mais même les fonctionnaires du FMI. Ce que je dis, les gens peuvent aller chercher, vous trouverez les informations, tout est documenté. Donc, cet argent lui sert à corrompre des agences comme JC Déco pour faire sa publicité homme de paix. Homme de paix, parlons-en, puisque Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit tout à l'heure, responsable de 3000, c'est beaucoup, 3000 assassinats politiques énumérés. Il fait un coup d'État militaire. Là, on nous parle de plus de 400 000 Congolais qui ont été tués. C'est Éric Denessé qui en parle. Ça ne s'arrête pas là, je vous ai dit, après le coup d'État. Généralement, qu'est-ce que les militaires font? Ils prennent le pouvoir, après ils commencent à gouverner. Or, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a fini son coup d'État, il s'est lancé dans le nettoyage ethnique. Des opérations militaires punitives dans le Poul, mais aussi dans le Niari, la Bwenza, la Lekumu, ce que les gens ne savent peut-être pas. Et on n'en parle pas assez, parce que dans le Niari, par exemple, il y a eu un génocide. On a bombardé des villages. Des populations civiles ont été bombardées. Et nous avons même une information où 13 jeunes avaient été pris comme ça, enlevés et enterrés dans des fosses communes. Ça se passe à Mosenjo. Et parmi ces 13 jeunes qui avaient été pris, il y a un frère de celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères actuellement au Congo-Brazzaville. Je parle d'un certain Christian, ça vous dit? Oui. Christian Bunda. S'il nous suit, il sait de quoi je parle. Son frère à lui, qui devait être, je crois, le dernier de sa famille, avait été pris parmi ces 13 jeunes-là, qu'on est allé enterrer dans une fosse commune. Ça se passe dans le Niari. Et pour donner une idée à ceux qui nous suivent, je vais vous proposer un extrait de Denis Sassou Nguesso
pendant le coup d'État, alors que le président démocratiquement élu vient de quitter le pouvoir, d'abandonner le pouvoir, fuir. Écoutez ce qu'il raconte, et cela présageait déjà le lancement d'une opération de nettoyage ethnique dans le Niari. Suivez-le. Non, j'ai eu Pointe-Noire aujourd'hui. J'ai eu les responsables militaires qui s'occupent de la situation là-bas, totalement calme à Pointe-Noire. Maintenant, nous ne savons pas ce que M. Lissouba fait dans la vallée du Niari, à Dolisie. Organise-t-il des poches de résistance ou pas? Nous ne savons pas. Et ce qui est évident, c'est que nous allons décider du contrôle de toutes ces régions. Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État militaire, et c'est la question que moi je me pose souvent, je ne sais pas si d'autres Congolais aussi se la posent, quand quelqu'un a fait un coup d'État, c'est lui qui a fait le coup d'État militaire, c'est-à-dire qui a pris le pouvoir de manière illégale, en violant la Constitution. Il ne s'arrête pas là, il se met à massacrer des populations civiles. Au bout du compte, Denis Sassou Nguesso n'a pas fait qu'un coup d'État militaire. Mais plutôt, il est entré en guerre contre les Congolais depuis juin 1997 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et donc là, vous venez de le suivre quand il disait on va finalement prendre le contrôle supposé des opérations militaires punitives de nettoyage pour contrôler le Congo. Et c'est ce qui a donné à ces massacres, à ces génocides. Alors, Jean-Richard Amédée Sambadou-Nkoumbi, je reviens encore vers vous puisque nous parlons de votre film documentaire, Les crimes de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Bon, c'est vrai que vous êtes parti de ces coups d'État, vous avez parlé des années 70, on a parlé de l'acte de la conférence nationale, le coup d'État militaire et son aide suivie d'autres crimes, lesquels encore qu'on peut retrouver dans ce documentaire? Cher ami, cher Christian, Oui. le Congo pleure. Le Congo pleure. Il faut voir, il faut étudier et contextualiser le fait comment agir de telle sorte que le peuple congolais se retrouve avec son bien. Et c'est pour ça que, au lieu toutefois de venir critiquer pour critiquer, au lieu toutefois de venir invectiver, nous sommes rentrés dans un langage de sourds. Mais ce langage de sourds a couplé avec un cynisme terrible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Retenez une chose, ceci n'est qu'un début. Mais ce début-là ne commence pas là. Ce début-là trouve sa genèse depuis. Et nous avons des archives. Les archives là, on ne va pas les voir chez X, Y, comme certaines de ces archives qu'il a pris, qu'il est venu cacher ici en France, dans ses appartements. Mais nous disposons des réseaux. Et le but de ce film, qui n'est ni le premier, parce qu'il y a eu Révolutionnaire avant, est d'informer, d'amplifier. Une fois amplifié, que le peuple congolais sache que sa libération ne viendra pas de l'Est ou de l'Ouest. La libération telle que le peuple congolais la désire viendra d'abord de lui-même. Et les acteurs que nous sommes, certains sachants, ne pourront apporter que quelque chose pour
on ne Oui, va mais plus sur le sujet Samba comme, Diakhoumbi, pardon, je Monsieur finis. Samba Diakhoumbi, est-ce qu'on peut être beaucoup plus factuel sur le film documentaire? C'est ce que certainement nos Et c'est pour téléspectateurs ça, parce attendent. qu'il On va donc passer sur... y a beaucoup, il y a oui, beaucoup, et nous disons que pourquoi maintenant? oui, Parce pourquoi qu'il maintenant? y a un programme, il y a un programme d'activité qui est là, Oui, et là, nous sommes nous commémorons au mois d'août prochain le 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Il est maintenant question que Brazzaville sache oui. que la diaspora ne va plus, la diaspora intellectuelle et militante ne va plus attendre son programme là. Nous avons notre programme à nous. Et ce programme-là est réalisé pour que le peuple puisse réapprendre. Et nous allons maintenant travailler. Les épisodes, il y en a les gens. Ok, Il y on en a va les passer gens. donc aux dates. La date, disons, de la projection, la prochaine projection, c'est le 11 juillet. C'est ça, Nestor? Ça Alors, se passe où comme ça? alors, pour être très concret, si nous en sommes arrivés au 11 juillet, nous avons commencé à Bordeaux en février dernier. C'était la première projection. C'était une association qui nous a invités. Nous ne connaissons pas ce que c'est que le Congo. Ils nous ont invités. Alors, on a projeté à Bordeaux. Les gens ne savent même pas ce que c'était le Congo-Brazzaville. Des intellectuels à Bordeaux, il y en a beaucoup. Ils connaissent le Congo-Kinshasa, il y a le génocide, mais le Congo-Brazzaville, c'est la paix. Et donc, on nous a fait remonter des informations, on a changé certaines choses dans le documentaire et on l'a présenté à Evry le mois dernier. Et là aussi, il y a eu des remontées qui sont venues. On a le remodifié. On s'est dit, il est question que nous puissions conscientiser, informer le peuple congolais et les étrangers. D'où le 11 juillet, dans le 19e à Paris, on va faire une troisième projection. Sachez en plus qu'il est traduit en anglais. Il y a un député travailliste qui nous invite en Angleterre pour aller faire une conférence, projection, conférence de débat de ce même film. Ensuite, ce film ira pour le mois de novembre aux États-Unis, comme il est aussi en anglais. Et à chaque fois, on projette la conférence, le débat, pour que les gens posent des questions et que ceux qui connaissent répondent. Pourquoi le Congo en est arrivé là? Dans ce film, il y a tout ce qu'on connaît. Exécution sommaire, pas de justice, aucun procès, corps abandonnés dans les rues, maisons détruites, familles expulsées. C'est la peur. La peur au Congo, c'est une arme pour ceux qui gouvernent le Congo. Donc, si tu quelqu'un, à une époque, quand nous on était très jeunes, on ne pouvait pas voir un mort. Même le cercueil, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, ils tuent, ils voient le sang et tout le monde vient pour filmer le mort. Le Congo est malade. C'est devenu un outil de propagande aussi pour le Je régime pourrais de ajouter quelque Brazzaville. Mais chose. Hein. Nestor, vous avez dit, je vais revenir tout à l'heure vers Jean-Richard Abédé Sambada-Nkoumbi. Nestor, vous avez dit tout à l'heure que vous allez projeter aussi, vous envisagez projeter au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Dans une salle de l'Assemblée nationale française ou bien devant les députés? Alors, vous savez, nous savons, il y a 3 jours, on a perdu un ancien géomètre ici, chez moi, et j'étais entouré d'un ancien ministre, d'un député, d'un sénateur, d'un maire. Il me dit, mais Nestor, j'entends que tu vas faire un documentaire. On a dit oui, mais sache une chose, la France n'a pas, il n'y a que des intérêts, on n'a pas d'amis. Et quand j'ai entendu dire ça par des députés qui étaient là, un sénateur, un ancien ministre, dire que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, comprenez une chose, si la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Qui sommes-nous alors, les Africains?
Qui sommes-nous? Et je pose la question à ceux qui gouvernent le pays. Sont-ils vraiment des Congolais? Est-ce qu'ils sont-ils des Africains ou sont-ils des Noirs? Oui, mais Si, il faut comprendre par là, lorsqu'on vous dit la France n'a que d'intérêt. Oui, évidemment, les nations n'ont que d'intérêt. On peut le comprendre très bien et tout le monde le sait. Les nations n'ont que d'intérêt. Il n'y a pas d'amis. Alors, mais ça veut aussi dire que, c'est ce que je semble comprendre, c'est-à-dire dans le fond de la pensée, il est en train de dire, écoutez, nous savons ce qui se passe chez vous, les crimes et tout ce que nous sommes en train de dire là. Crimes de masse, crimes de guerre, voilà, génocide, massacre des populations civiles. Ils le savent, notamment la classe politique, je l'ai dit, d'entrée de jeu. La classe politique française le sait. Cependant, ils ferment les yeux pour, soi-disant, les intérêts français. Non. C'est ça le vrai problème, en fait. Voilà le message qu'il était en train de vous passer. Mais le problème, c'est que les Français, c'est-à-dire à la base, la population française, n'est pas informée de ce que les politiques français font en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Bon, Congo-Brazzaville, encore, on va venir nous reprocher pour que vous dites Congo-Brazzaville. C'est tout normal. Simplement parce que la République démocratique du Congo a été appelée à un moment donné aussi la République du Congo sous Lumumba. Léopoldville. Et donc, Léopoldville. le Congo, la République du Congo, lorsqu'on dit République du Congo, généralement, il y a une confusion. Et pour faire la différence, on est obligé de parler du Congo-Brazzaville pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut que les gens comprennent ça une bonne fois. Et donc, Nestor, je disais, le problème, c'est là. Et nous, nous devons comprendre cela. Les politiques français sont compromis. Ils sont compromis et on peut le démontrer. C'est des gens qui ont été corrompus. Nombreux vont à Oyo tous les jours pour aller se bourrer les poches. On peut citer leurs noms ici, on les connaît. Et maintenant, le problème, c'est d'informer l'opinion publique française. Oui, Jean-Richard Sambala Deux Nkombi. minutes, Christian, 2 minutes. Oui, Si on va à l'Assemblée, au Sénat, ce sont des institutions et on va inviter la population qu'elle vienne parce que c'est elle qui vote. Ici, on a la chance, on vote, on sanctionne. Donc, si la population vient voir ce documentaire avec un débat, bientôt, on est en 2027, il y aura une élection, même pas une, 3 élections qui vont avoir lieu ici. Il comprendra pour qui vont aller voter. Moi, je vais me merci. permettre. Alors, Jean-Richard Abédé Sambala Nkombi, avant que vous ne continuiez que vous répondiez à la prochaine question, moi je voulais savoir, parce qu'après on nous dira, nous sommes, généralement c'est ce que je lis dans les commentaires, oui, vous donnez toujours des informations erronées, c'est pas vérifié, vous accusez ça sous le crime. Vous-même, vous êtes une victime. Est-ce que en quelques 2 minutes, vous pouvez nous rappeler votre petite histoire pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler? Cher Christian, Oui. de grâce, Mhm. ne voyant plus le Samba Diankoumbi venir se morfondre, Non, se... moi je vous Pardon, demande pas de vous pardon. morfondre, c'est juste une séquence, ça nous permet de Je, comprendre de quoi nous je sommes vais en le train de faire. parler. S'il te plaît, je vais le Oui, faire. Parce oui, je que vous en prie. vous savez que l'année prochaine, il va y avoir le cinquantenaire de la disparition d'un homme d'État, un acteur politique, un homme d'État. Oui, 50 ans. Et au passage, à la conférence nationale, l'État congolais avait reconnu qu'il y avait eu des exécutions liées à l'intolérance politique par les acteurs politiques de l'époque. Et on devait remettre les dépouilles mortelles aux familles. Mais comme le rapport de force n'était peut-être pas en notre faveur, ils vous ont dit, circulez, il n'y a rien à voir.
Et quand en 77, on assassine, on exécute un président en plein midi, on veut le prendre, déposer comme ça là. Nous, il nous a été rapporté après 50 ans, parce que mon engagement en tant que citoyen congolais à s'intéresser à la politique de mon pays commence au sortir de mars 77. Donc, et parmi ces personnes, il y en a eu 11 qui avaient été condamnés à la peine capitale par un pseudo-procès. Et parmi les 11, il y a eu 10 qu'on a eu à exécuter au petit matin. Par une Comme cour ça, martiale instaurée par Denis Sassou la Nguesso. cour martiale se passe en mars, le président Alphonse Massamadeva. Donc, le cas de la disparition de Ngouabi a été jugé à 2 reprises. Hier, nous étions des enfants. Je dis bien, hier, nous étions des enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons aguerri. Et si Samba Diankoumbi vient maintenant porter main forte à l'équipe du CRC, c'est pour dire qu'on ne va plus accepter de se faire berner. Et que le scieur sache qu'il voie bien que ce que nous sommes en train de dire, c'est un travail réfléchi. J'aimerais dire à Nestor ceci, tout ne se dit pas. Parce que si on donne toutes les formations, et les autres vont dire non, c'est toujours comme ça, c'est l'eau chaude qui ne brûle pas. Pour terminer, Nestor Doudi, on va nous rappeler donc la date de la prochaine projection, le lieu et qui sont attendus à cette projection. Alors, comme tu disais tout à l'heure, cher Christian, mon ami Samba, le 11 juillet, nous allons faire la projection de ce documentaire avec IC, avec l'association afro-caribéenne, le 11 juillet dans la salle qui s'appelle MAC-VAC. En fait, c'est une salle d'une association qui est dans le 19e. Je vous donne la rue, c'est au 20, rue Édouard Pailleron, dans le 19e. Le 11 juillet, de 14h à 18h, métro Jaurès. C'est le métro numéro 5, la ligne 5, métro Jaurès. Souvent, quand tu arrives sur place à Bobigny, métro de Bobigny, vous trouvez Jaurès, vous allez à Crimée de ce côté-là, vous pouvez arriver à Jaurès sans problème. Il y a 2 stations, non, on est à 3 stations de la gare du Nord. Et c'est là où on va faire la projection de ce documentaire. Et la salle a été trouvée par un compatriote que vous connaissez dans son association Maison des anciens combattants dans le 19e. Voilà. Merci Nestor, merci Jean-Richard Amédée Samba Diankoumbi. Vous avez le mot de la fin et ça sera évidemment la fin de cette émission. D'accord. Nous invitons En bref, les bien Congolais. entendu. Oui. Nous invitons les Congolais. Venez nombreux s'abreuver à la source du savoir. Ne soyons pas réticents. Les nationaux nous ont prêté la main. Il nous revient à nous de venir nombreux. La salle a une capacité de 100 places. 100 places. Mais nous aimerions bien que, pour une fois au moins, que la centaine de places soient occupées dans un
d'égalité. Voilà, et nous sommes en pleine campagne de sensibilisation, d'information et de mobilisation autour de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire en interne par rapport au déroulé, mais ça commence à 14 h, ça finit à 18 h. Donc, globalement, 2 heures de projection et 2 heures de débat citoyen pour se compléter et afin de voir quelle va être la prochaine étape. Il y a une équipe de techniciens, des sachants et des politiques avérés qui vont apporter les éléments probants, les informations vérifiées scientifiquement. Des informations vérifiées et prouvées. Pour ceux qui continuent donc à douter et qui pensent que ce que l'on dit sur ce plateau, c'est voilà, des informations erronées, et je les suis là, je les lis souvent, ils parlent de fake news, bon, bref, c'est le moment, allez-y, vous êtes invités, vous êtes attendus, posez toutes les questions que vous pouvez à ce jour-là, le 11 juillet 2026. Merci Nestor Ndoudi, merci Jean-Richard Amédée Sambadian-Kombi. C'est donc la fin de cette émission, en rappelant qu'évidemment au Congo, il y a eu beaucoup trop de crimes, trop de sang à couler, et voilà, des événements du genre. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. On peut parler ici, on peut rappeler les disparus du beach, c'est un euphémisme. Ce sont des massacres de civils au beach de Brazzaville. Et d'ailleurs, le procès est encore pendant au niveau de Paris et Denis Sassou Nguesso est poursuivi pour crime contre l'humanité. Vous avez le génocide du Poul, du Konongo, voilà les jeunes qu'on est en train d'assassiner en pleine rue, on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup trop de crimes au Congo-Brazzaville. Et curieusement, tout cela passe apparemment inaperçu, surtout au niveau de la France, qui est un partenaire traditionnel. Et c'est ce qui, attire notre attention. Et on se pose la question de savoir pourquoi. En tout cas, merci, et j'espère que les Congolais, surtout en premier, les Congolais, seront nombreux, bien entendu, viendront pour suivre le film qui les concerne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir encore fait confiance. Alors, les petits gestes, vous les connaissez désormais. N'oubliez jamais, c'est cela votre petite contribution à cette œuvre. Merci et à très bientôt.